de retour au Castellet, vous êtes bien sûr sur la chaîne Twitch First Team les amis et tout autour du circuit, on est content de vous avoir, on est là encore pour une demi-heure et on va parler Formule 1 dans une heure. Vont commencer les essais libres et regardez le plateau de rêve dont je dispose. Monsieur Antoine Bedu, le pit stop est avec nous, salut mon Antoine. Salut, rebonjour à tous, on va s'éclater. Hamza Ramani, le H avec nous, salut Hamza. Toujours présent, ça va? On a passé royal. un premier bon moment. Ouais. Ah, franchement c'est royal. Et là on va parler F1 sportif. Là on va parler sportif, là on va parler Formule 1 On est pas mal. avec monsieur Brice Germain, salut Brice. Comment ça va? Ça va mon gars, la forme? Tout va bien. Les mecs ont du peps aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe mais il y a vraiment quelque chose. Et puis le retour de l'enfant prodigue, il faut le dire, monsieur Despiello qui est avec nous, mon Pierrot. Salut Ça va, mon Pierrot? salut Attends, les pistos. je sors. Fais-moi un petit bisou. Oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il ça est fait là, plaisir. mon grand. Bonjour tout le Il monde, est là, j'espère mon que vous grand. allez bien. Ah, on n'était pas Grand en Prix de embrouille. France, ça fait plaisir. On n'était pas en embrouille, mon Pierrot. Ah non. Bah bien sûr. Ah non, on boit des coups tous les soirs. Exactement. Comment ça mais va? hors antenne. Attends, parce que Hors antenne. comment il faut te présenter? Parce que moi j'étais resté sur le youtubeur aux 25 000 abonnés il y a 5 ans et maintenant je vois que monsieur est pilote de course. Aïe, 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 Raconte-nous aïe, un petit peu Grand Prix Explorer, on le Grand rappelle. Prix. Bah écoute, Grand le Prix rendez-vous. Explorer, projet totalement fou de la part de Squeezie d'organiser un Grand Prix de Formule 4 au Mans sur le circuit Bugatti avec 22 créateurs de contenu pour certains qui vont découvrir le sport automobile et ça permet avec toute la hype de la F1 en France de redécouvrir finalement le sport auto qui est dans nos gènes depuis très longtemps. C'est pas pour rien qu'on appelle un Grand Prix de Formule 1 Grand Prix. Donc du coup c'est juste une expérience absolument incroyable. En plus à côté on a du drift donc là c'est top, vraiment top. Ça sent le pneu un peu brûlé là, on peut le dire sur la terre. Je vous rappelle que vous pouvez commenter bien évidemment cette émission, que vous soyez sur le circuit ou ici également en live Twitch. Et bien dans le chat, le petit point d'exclamation programme derrière si vous voulez savoir tous les rendez-vous que l'on aura notamment pour cette journée, pour samedi et pour dimanche. On vous accompagne bien évidemment jusqu'au bout. Je vous rappelle le petit programme aussi, les pistonnés seront en direct de 19h à 20h dimanche pour un débrief de très grande qualité comme d'habitude. Les gars, juste j'ai un petit message à faire passer parce que vous savez que depuis quelques heures moi qui ne suis pas possesseur du permis de conduire, je suis un heureux possesseur d'une Golfette et je voulais absolument embrasser Kim Burley qui m'a permis de réaliser mon rêve, vous conduire tout au long de ce week-end. Kim, merci pour tout, merci et on t'offrira un cadeau à la fin de cette journée. Si vous une Golfette, écartez-vous. Écartez-vous sur Grand danger. Le pire Voilà. c'est que oui, il faut s'écarter. Alors, c'est ça en fait, les 3 conseils pour cette journée: buvez de l'eau, mettez un chapeau et quand vous voyez la Golfette arriver, mettez-vous sur le côté. Voilà, comme ça on aura été très clair, on aura tout dit. Les gars, on perd pas de temps parce qu'on a que 30 minutes ensemble et ces 30 minutes vont passer super vite. Je l'ai dit, dans un petit peu moins d'une heure, le début des essais libres 1, ça va lancer les hostilités dans le cadre de ce week-end du Grand Prix de France. On est à mi-saison, la première partie de saison est derrière nous. Je voulais qu'on profite d'être tous ensemble avec ce parterre All-Star pour justement commencer à débriefer cette première saison 2022. Le premier truc, le premier item, le premier sujet, ce serait forcément de parler de cette nouvelle réglementation. Est-ce que vous êtes tous les 4 convaincus que la F1 va dans la bonne direction avec cette nouvelle philosophie ? Ah bah oui, la F1 va clairement dans la bonne direction. Je pense que quand on voit les courses qu'on a eues cette année entre les batailles avec Charles et Max Verstappen, entre les dépassements qui certes se font de temps en temps au DRS et puis des batailles à 5 voitures dont 3 écuries différentes, notamment en Autriche ou même c'était Canada, je sais plus. Silverstone absolument. Puis la bataille à la fin à Silverstone, je me dis que quand même on s'est fait régaler cette année sur la nouvelle réglementation. Alors ça prouve que ça fonctionne, ça prouve qu'il y a encore des petits problèmes physiques entre guillemets sur le dirty air, le clean air, etc. Mais sinon pour l'instant c'est banco quoi. Ouais, je pense qu'on est clairement obligé de dire pour l'instant que c'est déjà une réussite cette nouvelle réglementation. Peut-être ce qui manque maintenant à ces voitures, c'est qu'elles sont encore un petit peu grosses, un petit peu larges, un petit peu lourdes. On sent que ça manque du coup un peu de maniabilité dans certaines manœuvres. Il y a des trucs qui peuvent pas se faire et puis typiquement il y a plein de circuits où ça passe difficilement à deux, donc ça nous prive ça aussi de quelques bonnes batailles. Mais je pense que c'est le plan de la F1 d'alléger ces voitures, de les faire revenir à des tailles plus normales aux horizons de 2025-2026, donc ça on verra bien. Mais oui, franchement, je pense que jusque-là, ce début de nouvelle réglementation est une pure réussite et les 2 dernières courses sont peut-être la meilleure publicité qu'on puisse offrir à la F1 et surtout à cette nouvelle F1. Parce que ce virage, s'il avait été raté, aurait pu faire du mal à la belle hype qui s'était montée et je pense que là, du coup, ça va clairement dans le bon sens. Qu'est-ce qu'ils en pensent mes pistonnés là? Hamza, Brice? Effectivement, moi j'ai juste un petit bémol sur le poids des voitures, mais sinon pour le reste, effectivement, je suis plutôt convaincu et conquis même sur cette première partie de saison. À partir du moment où on a vécu cette première partie de saison, ça veut dire que jusqu'à la fin de cette ère de réglementation,
on devrait quand même avoir du spectacle en piste et c'est quand même la priorité je pense pour les spectateurs et je pense qu'on est tous ravis ici. Non, plus généralement on a vu dans les dernières années que les changements d'air amenaient régulièrement des gros écarts en début de changement d'air. On l'a vu avec Mercedes, on l'a vu avec Braun au début et puis Red Bull et on a dû attendre à la fin que ça se réduise. Là on a déjà une lutte entre deux écuries que sont Ferrari et Red Bull, Mercedes qui va certainement revenir dans la danse dans les semaines et mois à venir. Donc c'est quand même ce week-end. Peut-être Ouais. dès ce week-end avec les améliorations apportées, et on a déjà vu même à Silverstone qu'elle était quand même pas mal cette Mercedes. Donc non, enfin il y a tout du virage réussi. Et en plus tu parlais effectivement de ce bémol des voitures trop larges. S'il y a bien un circuit où on devrait se régaler parce que la piste est large, c'est ici, c'est au Paul Ricard. Petit bémol aussi, peut-être petit bémol sur l'effet d'aspiration qui est quand même assez réduit, ce qui nous emmène à un DRS de plus en plus obligatoire, les gars. C'est vrai qu'on en parlait avec quelques pilotes, on a eu Mick Schumacher, on a eu Latifi hier, et effectivement c'est ce qui revient du côté des pilotes, c'est que le phénomène d'aspiration est moindre. À voir comment régler ce souci, ça ne devrait pas trop être le cas sur ces prochains mois et les prochaines années, à voir sur la prochaine réglementation, la prochaine ère de réglementation. Effectivement sur les trains DRS, on l'a vu notamment en Autriche, quand on est dans un train DRS, c'est comme si le DRS n'existait pas en fait. Donc c'est peut-être le problème là aussi, un des problèmes à régler. Ouais, mais le bon côté maintenant, c'est qu'une voiture qui se fait doubler au DRS peut suivre la voiture qui vient de la doubler dans les virages plus sinueux avec cet air sale qui est clairement moins important cette année avec ces nouvelles voitures et l'effet de sol. Donc en fait, le DRS est surpuissant, certes, mais peut offrir des contre-attaques à d'autres pilotes qui viennent de se faire doubler. Donc quelque part, on a gagné ce point-là au change avec ces nouvelles voitures. Et après, moi je pense que le DRS, ça fera toujours débat. Je ne sais pas si on pourra vraiment l'enlever un jour parce que voilà, quand on voit les courses sans DRS, ça serait peut-être un peu plus ennuyante. Mais quand on compare, alors qu'il y a un mec qui se régale au drift là-bas, vraiment c'est exceptionnel. Si t'es pas en plateau, Hamza, je crois que c'était lui. Ah non, là-bas. Parce que franchement, Ouais, ça voilà. lui ressemble. Ah oui, voilà, ce DRS au moins, je pense qu'on le voit dans le nombre de dépassements de cette année. C'est pas plus ou moins un problème qu'avant, on est toujours plus ou moins pareil sur le sujet. Les gars, parlons un petit peu de la hiérarchie de cette saison 2022 parce qu'elle était difficile à lire en tout début de saison. Est-ce que vous y voyez un petit peu plus clair? Commençons déjà par le haut du panier et ce trident infernal, Red Bull, Ferrari, Mercedes. Première question, à votre avis, quelle est la meilleure voiture? Parce qu'on a l'impression que de circuit en circuit, avec cette course au développement, avec peut-être des spécifications aussi sur certains tracés, on a du mal à savoir qui a réellement sorti le meilleur modèle, entre guillemets, la fiabilité qui vient s'inviter dans tout ça. Et puis l'autre question que j'ai envie de vous poser, est-ce que Mercedes peut revenir à la lutte justement? Est-ce qu'on peut avoir une lutte à 3 sur cette deuxième partie de saison? Est-ce que Mercedes peut revenir? J'espère. Ce serait bien pour tout le monde, ce serait bien pour le spectacle. Normalement, ça devrait être un circuit qui leur correspond là aujourd'hui sur le Paul Ricard, donc on verra. Maintenant, la meilleure voiture entre Ferrari et Red Bull, je pense que personne peut avoir la réponse. Très clairement, ça joue pas que sur la voiture, ça joue sur les stratégies, ça joue sur les humains qui sont dans l'équipe, ça joue sur les pilotes. Et on a vu des erreurs, la fiabilité, merci Hamza, heureusement que tu es là Hamza. Mais ça joue effectivement sur des erreurs. Au final, c'est pas celui qui aura la meilleure voiture, c'est celui qui fera le moins d'erreurs sur cette saison. Et on a vu que, notamment avec Ferrari et Charles Leclerc, la moindre erreur, elle coûte giga cher. Et que dès qu'on a un adversaire qui est un petit peu dans le man, faut aller chercher les 25 points quoi qu'il arrive. Donc du coup, c'est pas facile de définir qui est bon ou pas. Est-ce qu'on peut avoir une saison aussi serrée que la saison dernière? Mais justement, c'est ce que j'allais te dire. J'ai l'impression que si on met de côté ce côté fiabilité, parce qu'on était en fin d'ère l'année dernière et que du coup la fiabilité était quasiment à son optimum, en fait, on assiste à une saison aussi serrée entre guillemets, puisque de circuit en circuit, la meilleure voiture n'est pas forcément la même. Donc on a quelque chose qui est assez serré, mais qui est terni par la fiabilité, parce qu'effectivement, les soucis, soit mécaniques, soit même la fiabilité des hommes, qu'on a pu voir chez Ferrari, mettent un écart qui est assez conséquent et plus conséquent que l'année dernière. Mais pour autant, au niveau des machines, j'ai quand même la sensation qu'on a un écart qui est ressemblant à celui de l'année dernière où on se dit sur 3 courses que la Red Bull est intouchable et puis sur 3 courses d'après on se dit que la Ferrari est intouchable. On est à mi-saison et pour le moment, même si Max Verstappen a quelques points d'avance au championnat qui lui donne un petit matelas, Quelques petits points d'avance. ouais, une grosse trentaine, 38. c'est pas 38, voilà, c'est pas non Ça va plus, vite, ça c'est peut pas non vite, plus ouais. énorme. L'année dernière, il avait beaucoup de points d'avance, il y a eu Silverstone, on a vu ce qui s'est passé quand même derrière. Donc moi pour le moment, rien n'est joué et c'est ce qui fait le sel de cette saison. Première saison de nouvelle ère, on a déjà du sel et c'est quand même très beau. Est-ce qu'il y a du piment, les gars, en plus du sel? Il y a du piment clairement, et en plus ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est qu'on est au tout début d'un nouveau règlement. Donc les zones à découvrir en termes d'amélioration sur la voiture, elles sont immenses. Les gains de performance,
peuvent aller très 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 vite et on le voit, les voitures, même par rapport au premier Grand Prix, elles ont déjà énormément évolué et la vérité, même d'il y a 2 Grands Prix, n'est plus forcément vraie parce que telle équipe apporte telle et telle amélioration et ça bouge très vite et surtout avec les quelques abandons qu'on a eu, on a eu quelques courses récemment, on a eu du mal à savoir ce qu'il en était vraiment et on a vu la semaine dernière que la Ferrari finalement, son problème de gomme du début de saison, elle l'avait plus ou moins bien gommé. Bravo. Magnifique. C'était pas fait exprès, j'en partirai Entre sûrement dans le sel et week-end. piment et gommer la gomme, là attention hein. Vous pouvez l'applaudir sur le circuit, bien Ouais, évidemment. vraiment, si vous pouvez, ça me ferait très plaisir. Non mais voilà, pour tout ça pour dire que on est dans une saison de début de réglementation, donc les améliorations, elles vont aller très vite d'un coup. Du jour au lendemain, ça peut bouger la hiérarchie. En fait, le problème aujourd'hui, je trouve, chez Ferrari, c'est l'humain, c'est la fiabilité, parce qu'effectivement, en termes de monoplace, on aurait pu vivre une saison mano à mano, mais sur chaque course. Sauf que Red Bull ne montre plus aucune défaillance depuis les 2 ou 3 premières courses de cette saison. Donc effectivement, aujourd'hui, par la dynamique de cette première partie de saison, on aurait quand même tendance à dire que Red Bull semble plus facilement capable de sécuriser ou des victoires ou des podiums si la victoire est inatteignable, ce qui n'est peut-être pas le cas de Ferrari. Ça s'est un peu pondéré dernièrement quand même hein. Là on a vu victoire de Sainz dernièrement à Oui, mais Silverstone. victoire de Sainz, mais on a vu ce qui s'est passé avec mais Leclerc. Donc c'est polémique. parce qu'il y a aussi un problème de fiabilité sur Non, la... c'est un Ah oui non débris. c'est vrai que c'est C'est la un honte, débris c'est vrai. récolté, donc- Pardon excuse-moi. Là, pour le coup. Mais t'as la victoire de Leclerc qui est quand même assez nette en Autriche. Donc au final ça... Je veux dire, c'est des phases, ce sont des phases. Et là, si on regarde à l'instant, effectivement, il y a eu une grosse période Red Bull, mais peut-être que la période Ferrari est en train de recommencer et qu'on verra au Paul Ricard une domination Ferrari. Ouais, qui mais sait. regarde la saison dernière, si tu prends la saison 2021 Mercedes Red Bull, on a eu aussi des phases Mercedes, des phases Red Bull, mais on a rarement eu des problèmes humains ou des gros problèmes de fiabilité, ce qui n'est pas le cas cette saison avec Ferrari. C'est là où la nuance quand même je trouve est importante. Ferrari n'a pas capitalisé sur sa phase pour l'instant. C'est Sur vrai. son temps fort, en effet. Les gars, Francis Martin nous a écrit sur le chat, bien sûr sur la chaîne Twitch First Team. Si vous êtes sur le circuit, vous pouvez nous écrire aussi également dans ce chat. Francis nous dit, on a un Max Verstappen qui depuis son titre est aussi également beaucoup plus serein. Est-ce que c'est l'enseignement que vous tirez aussi également de cette première partie de saison? Totalement, j'ai l'impression sur les batailles avec Charles Leclerc, j'ai l'impression de voir un Charles Leclerc plus agressif que Max Verstappen. Et c'est assez intéressant parce que Verstappen, il a, j'ai l'impression, cette expérience du champion du monde en mode si je gagne quelques points intermédiaires, les fameux points intermédiaires, c'est très bien. Là où Charles Leclerc a encore cette tendance à vouloir absolument, et j'adore. Vraiment, j'adore, même l'année dernière, voir des Verstappen, des Hamilton, etc. C'est toujours un kiff. Mais on a sur l'expérience du championnat un Verstappen qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, qui n'hésite pas quand même à aller au combat, notamment avec Mick Schumacher à Silverstone, parce qu'il faut sauver quand même des points intermédiaires. Mais on a un Charles Leclerc qui est peut-être un petit peu plus agressif, on va dire, qui a fait une erreur à Imola, qui va pas la refaire, je pense, de sitôt. Et tant mieux. Mais effectivement, là, on a un Verstappen un peu plus apaisé. C'est peut-être le titre de champion du monde qui fait ça aussi, c'est-à-dire que Je pense, hein. il y avait un but ultime dans la carrière de Max Verstappen, c'était être champion du monde et il l'avait dit après Abu Dhabi. Maintenant, c'est entre guillemets que du bonus, c'est ce que beaucoup de pilotes disent, mais là, mine de rien, le changement de comportement en piste, on le voit. Quand on compare par exemple Autriche 2019 et la manière dont Charles Leclerc et Max Verstappen se sont battus. Ah oui, les monoplaces c'est pas pareil, il y a des configurations différentes certes, mais Max Verstappen a eu un pilotage très agressif sur Charles Leclerc. Là, 3 fois, Max Verstappen s'est fait passer par Charles Leclerc et Max Verstappen n'a pas fermé les portes, n'a pas été très... il s'est défendu, il s'est défendu. Attends, ça reste Max Verstappen. Ça reste un pilote de Formule 1, il va pas dire laisse passer voie de gauche sur l'autoroute, on est bien d'accord. Il y a quand même un tout petit peu de standing à défendre. Absolument. Néanmoins, effectivement, il prend moins de risques, il est plus serein et peut-être qu'il ressemble un peu plus à Lewis Hamilton dans sa manière de gérer les courses parce qu'il sait qu'au bout, il y a un championnat et que ça sert à rien d'accrocher. Il faut mettre les points. Pour le moment, ça lui réussit puisqu'il est assez largement en tête du championnat du monde. Tu as parlé justement de Lewis Hamilton. Parlons un petit peu de Mercedes, les gars. Lewis Hamilton, qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de saison qui est un petit peu en trompe-l'œil parce qu'il y a eu des réglages un petit peu extrêmes. J'ai envie d'avoir votre avis sur ce sujet parce qu'il a testé beaucoup de choses. Et puis je sais que le grand coup de cœur aussi également bien de mon ami Hamza, mais je sais que Antoine le partage, c'est George Russell qui forcément impressionne. Oui, bah oui, Hamilton, début de saison que je qualifierais de bon, voire très bon, entaché peut-être de 2 courses ou 2 performances qui ont vraiment assombri le tableau et qui surtout sont inhabituelles de sa part. Quand il sort en Q1 en Arabie Saoudite, à ce moment-là, bon, on apprend plus tard qu'il y a des réglages spécifiques sur sa voiture qui peuvent expliquer, mais c'est un tremblement de terre et peut-être qu'on en parle beaucoup plus parce que c'est Lewis Hamilton et qu'il n'était pas sorti en Q1 depuis 27 ans. Donc ça, c'est important. Mais je pense qu'il fait un bon début de saison et surtout que maintenant que la performance revient dans la voiture,
L'appétit du champion revient aussi. Il a en tête le fait de vouloir en gagner une cette année, c'est évident. Et petit à petit, plus il va se rapprocher, plus il va avoir une fin de Lyon, il va nous sortir des performances exceptionnelles. Depuis le début de sa carrière, il a gagné au moins une course et signé une pole à chaque saison. Même lors des saisons compliquées, McLaren 2009. Donc et la petite statistique, c'est que c'est son 300e Grand Prix ce week-end et qu'aucun pilote n'a jamais gagné de course après son 300e Grand Prix. S'il y a bien un homme qui peut... Donc il va gagner ce week-end. Voilà. Il est face au défi, Lewis Hamilton, il adore ça, donc je me fais pas de soucis pour lui. Et pour George Russell, bah non, clairement c'est un début de saison de rêve. Que les top 5, à part la fois où il y a l'abandon évidemment en Grande-Bretagne, c'est parfait. On savait que ce mec-là avait un talent fou. Après, qu'il fasse ça dès sa première année chez Mercedes, nouvelle voiture, coéquipier aussi illustre qu'Hamilton, voilà, ça prouve pour moi que le mec a le petit truc en plus qui fait que c'est pas simplement un bon pilote, c'est un pilote qui a les moyens dans l'avenir, avec la bonne voiture, d'aller chercher les bonnes choses. Alors moi j'aimerais juste pondérer un petit peu sur George Russell et Lewis Hamilton parce que, comme l'a dit très bien Antoine, c'est qu'il y a quand même une double lecture, on va dire, quelque chose un petit peu comme ça. Parce que George Russell, des top 5, oui. Il y a quand même eu pas mal de chances sur certaines safety cars où ça s'allume pile poil quand il va rentrer dans les stands. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Là où Lewis Hamilton a eu peut-être un petit peu moins de chance à tester des réglages qui ne fonctionnaient pas, et tu l'as très bien rappelé, derrière effectivement, après, je veux dire, George Russell, il n'est pas une seconde des temps en qualif de Lewis Hamilton. Donc ça fonctionne très très bien. Et puis encore une fois, il y a un dernier point pour moi qui est peut-être un peu essentiel, c'est que George Russell, il arrive dans une équipe qui est entre guillemets un petit peu comme chez Williams, où on est en difficulté, où il faut trouver des solutions et pas en mode où on va chercher de la performance tous les week-ends. Là, on va chercher des solutions à des problèmes et on essaie de maximiser la performance, et c'est ce qu'il sait faire depuis 3 ans, donc c'est nickel pour lui. Et puis on a peut-être fait le choix chez Mercedes de mettre George Russell dans une situation plus confortable avec des réglages qui sont peut-être plus simples à prendre en main pour que lui s'habitue à la voiture, à cette nouvelle écurie. Tandis qu'à ce moment-là, on a peut-être utilisé Lewis Hamilton, et lui devait être d'accord avec ça, pour développer cette voiture, pour essayer de comprendre cette voiture. Parce que s'il y a un pilote qui peut quand même donner son feedback sur certains réglages extrêmes, parce que la monoplace n'est pas performante, qui de mieux que Lewis Hamilton? Donc sacrifier une saison, une demi-saison, c'est pas ce qui va tuer Lewis Hamilton ou Mercedes. Par contre, revenir au premier plan plus vite que les autres écuries, parce qu'eux auront fait ce choix-là, et ben on les félicitera au moment où on les reverra en haut de l'affiche. Hamza, il y a aussi l'approche mentale de George Russell. Ouais, moi George Russell, j'ai été impressionné en fait par sa régularité, la faculté d'arriver chez un top team et de tout de suite se montrer constant. Être constant chez Williams en fond de grille, c'est pas être constant chez Mercedes. J'allais dire au top, peut-être pas cette saison en l'occurrence, ils sont un peu dans le mal, mais dans le mal pour aller chercher des P5, P6 à la régulière. Je pense qu'il y a pas mal de pilotes qui aimeraient être à la place de George Russell. Et ce que je trouve impressionnant effectivement, c'est cette capacité qu'il a du coup à signer de la régularité dans les performances et dans les résultats. Et du coup forcément ça promet, parce que le jour où Mercedes, peut-être pour la seconde partie de saison, va se montrer performante, alors pour le titre pilote, j'y crois pas. Maintenant, pour la saison prochaine, et pourquoi pas même pour le titre constructeur dès cette saison, Mercedes pourra compter sur ses pilotes, et George Russell aura une carte à jouer à l'avenir, mais un avenir assez proche. Exactement, et on en parlait un petit peu hors antenne, mais c'est vrai qu'on attend Mercedes aussi également ce week-end. On rappelle nouvel aileron à avant, et on débriefera après les EL1. On vous parlera justement des nouveautés, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, on en parle sur le chat, beaucoup de nouveautés chez beaucoup d'écuries. Les gars, avançons et intéressons-nous à ce qu'on appelle le milieu de paquet, ce fameux midfield, où mine de rien, on a l'impression que Alpine, en termes de performance, tire son épingle du jeu. On a l'impression aussi qu'il y a de bonnes surprises. Alfa Romeo est une des bonnes surprises de cette première partie de saison. As a pu nous impressionner aussi également au tout début et à la fin de cette première moitié. À qui vous donnez les bons points et les mauvais points dans ce midfield, les gars? Bon point, Alpine. Parce que y a de la corrélation qui se fait, donc il y a du progrès constant, il y a peu d'erreurs en termes de choix de développement. Il y a des problèmes de fiabilité, mais je pense que tous les constructeurs et les motoristes qui ont décidé de faire un nouveau moteur veulent d'abord de la performance, et on ira chercher la fiabilité après, donc ça c'est pas un souci. Je mettrai des bons points aussi à As. Ouais. Il y a eu de la malchance chez As. Mick a malheureusement planté 2 bagnoles quand même, donc c'est un petit peu dommage, mais il y a un potentiel, et quand ça fonctionne bien. Ça a fonctionné en Grande-Bretagne, ça a fonctionné en Autriche, donc ça c'était top. Et puis je mettrais peut-être la troisième que moi je m'étais dit tiens ça serait vraiment stylé, Alfa Romeo effectivement, avec la très très bonne surprise de Guan Yu Zhou, et puis de Valtteri Bottas. Là on sent qu'il y a une belle équipe qui fonctionne, et j'ai hâte de voir la suite. Ils ont aussi des problèmes avec le PU Ferrari. J'espère que ça va remonter, parce que là on a une bataille dans le midfield qui est giga serrée, et c'est vraiment incroyable. Ah, ça change de Raikkonen, Valtteri Bottas, n'est-ce pas? Aïe, allez.
Bonne soirée. On t'embrasse, mon petit Boris. Les gars, peut-être les bons points, je sais pas si vous voulez rajouter des choses, les mauvais points aussi, parce que on n'a pas encore parlé de McLaren, je sais pas comment vous situez cette première partie de saison. Eh ben, c'est très paradoxal parce que McLaren aujourd'hui est la leader de ce midfield puisqu'elle est quatrième, C'est vrai. ex-aequo depuis le week-end dernier avec Alpine, mais depuis le début de saison, McLaren est à cette quatrième place et la tient assez solidement. Et c'est vrai que j'ai parfois du mal à me l'expliquer parce que j'ai souvent tendance à trouver que leurs débuts de week-end sont difficiles. Même eux l'avouent, hein, ils ont du mal à savoir pourquoi la voiture marche dans telle fenêtre et pas dans telle autre. Et pourtant à l'arrivée, il y a souvent soit le bon coup de chance qui a fonctionné, soit la bonne maximisation, et ils arrivent à nous sortir des gros points à l'arrivée, ce qui fait que comptablement, peut-être qu'ils masquent un petit peu une situation plus difficile. J'ai tendance à trouver qu'Alpine a plus de potentiel et plus forte, mais Alpine parfois manque de maximisation. On a vu même quelques casses mécaniques, etc. Donc McLaren, c'est paradoxal, et je pense que le très bon début de saison de Lando Norris, en tout cas sur l'immense majorité des courses, fait un énorme trompe-l'œil sur peut-être la situation dans laquelle devrait vraiment être McLaren au niveau comptable. Complètement d'accord avec Antoine là-dessus. McLaren, c'est compliqué. En fait, en vrai, le vrai maître étalon chez McLaren, c'est pas Lando Norris, c'est Daniel Ricciardo. Ouais. Parce que Lando Norris, je trouve personnellement qu'il surperforme sur la majorité de ses courses. Il arrive à se sortir d'un week-end en Autriche où ça partait quand même de très loin le vendredi, où il loupait tous ses freins. J'arrive à marquer des points, je crois. Donc franchement, bravo. Daniel Ricciardo, c'est toujours le même problème, j'ai envie de dire, parce qu'il aime avoir une voiture qui pivote bien sur un point de corde. Et avec ces nouvelles voitures et cette nouvelle réglementation, on a tendance à avoir une voiture qui a naturellement du sous-virage, et donc du coup le petit Daniel Ricciardo, c'est un peu compliqué, il faut emmener un peu plus de frein à la corde, etc., alors que lui il aime bien la faire pivoter, quoi. Qui est beaucoup plus lourde, la monoplace. Et plus lourde aussi, bien sûr. Effectivement, c'est problématique. Moi, Ricciardo, c'est... Je vais dire une déchéance, c'est peut-être un peu fort, mais effectivement, je ne m'attendais pas à le voir en telle difficulté cette saison. Sur la bataille McLaren-Alpine aujourd'hui, Alpine a montré ses qualités, a montré ses défauts, la fiabilité, mais au moins je sais où va Alpine. Je sais que concrètement, s'il reste les soucis de fiabilité, il y aura à mes yeux pas photo et pas de discussion possible sur la quatrième force de ce championnat du monde. Ouais. McLaren, par moment ça performe, et par moment, même avec Norris, ça ne performe pas. Donc McLaren aujourd'hui, je ne sais pas si ça joue le championnat Alpine ou si ça joue le championnat As Alfa Romeo. J'ai encore du mal à situer cette équipe. Je confirme ce que tu dis dans le sens où, pour moi, si on veut comprendre le midfield, il faut voir tous les trompe-l'œil qui viennent masquer certaines faiblesses. Totalement. On vient de le dire, Lando Norris pour McLaren. Ce Power Unit, cette unité de puissance Ferrari chez Alfa Romeo et chez Haas. Et finalement, l'écurie qui a le plus de potentiel, performance disponible, avec cette réglementation qui ne permet pas vraiment le développement performance sur certains aspects, c'est Alpine, comme on vient de le dire. Et je trouve qu'il sera plus simple pour eux de fiabiliser la voiture que de la rendre performante, comme McLaren doit faire par exemple. Si l'année prochaine, s'il y a des problèmes sur le moteur Ferrari, Haas et Alfa Romeo subiront ces problèmes. Aujourd'hui, Alpine a déclaré quelque chose en début de saison et on en voit aujourd'hui les réalités. Et ça, mine de rien, c'est très sain pour un plan de développement. Ce qu'a dit Laurent Rossi, au final, on le voit actuellement. Ça a été un petit peu difficile à lire sur les années Renault parce qu'on n'arrivait pas à voir vraiment ce qu'il voulait faire. Là, sur ces 6 premiers mois, on sait que la voiture, elle est très bonne. Elle peut même être en deuxième ligne, en début de troisième ligne, ça marche. Par contre, effectivement, on savait qu'il allait y avoir quelques mois, peut-être la saison, pour fiabiliser ça. Et mine de rien, pour la suite de l'ère, je pense qu'il faudra compter avec Alpine. Si Alonso est là, à mon avis, c'est qu'il sait quand même que ça va bien se passer. Et si Alonso reste, parce que pour le moment, vous le savez, il n'y a pas encore de prolongation officielle. Qui d'Oscar Piastri ou Fernando Alonso sera dans cette voiture l'année prochaine? J'ai un avis, Hamza Rahmani a un avis aussi également, mais on n'est pas là pour en parler et vous le connaissez bien évidemment. Quelques petites réactions sur le chat, on nous dit que McLaren va arriver avec beaucoup d'évolution. Ah oui. On espère peut-être du côté de chez les papayes pour McLaren. Exactement, que ça fasse un step en avant. Autre réaction, on nous dit beaucoup de remarques sur ton physique mon cher Pierrot. On nous dit il a pris du gabarit et il y a même un message, alors je dirais pas le nom de la personne qui a dit des pieds-lots torse nu, tout le monde en PLS sur le circuit. Aïe. Je ne te propose pas de le faire. Les gens ont déjà besoin de boire et de mettre des chapeaux. Mettez des chapeaux, buvez, tranquille, on se calme. Buvez de l'eau surtout. T'as remarqué qu'il ne nie pas. Non.
il n'a pas nié. J'étais à la salle encore avant-hier. Ah, non, mais il y a Et un ce soir, globe. karting. Il y a un sacré globe. Oui, il y a un karting. Si vous soir, voulez, il y a si un vous voulez match dans son le match. numéro, nous sommes disponibles et nous faisons payer ça. Non, mais ça va pas. Autre réaction, Antoine, quand tu mets le bob aussi, apparemment, ça crée des émules. Sans un doute, petit peu attends, partout. je le fais pas par Voilà. hasard. Hein. Un petit peu partout. Voilà, exactement. Les gars, on poursuit un petit peu notre petit débrief justement de cette première partie de saison. Intéressons-nous un petit peu, pas au bonnet d'âne parce qu'on n'est pas là pour les charger, mais aux équipes qui nous ont un petit peu déçus. Il y a une AlphaTauri qui est sur votre table, les gars. J'imagine que vous allez en parler. Il y a Aston Martin dont il va falloir parler parce que on ne sait pas trop là encore une fois où la situer cette voiture qui en qualification est un peu en difficulté et en course arrive grâce notamment à Sébastien Vettel à faire des performances et à marquer des points. Et puis Williams, qu'est-ce qu'on en pense vraiment les gars? Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Franchement. Oui, alors c'est là, pour ça. je commencerai par Aston Martin, perso. Voilà. Aston Martin, c'est le flou. C'est le flou. J'ai beaucoup de peine pour Sébastien Vettel. Je vois un quadruple champion du monde qui semble aujourd'hui. Je sais pas s'il prend du plaisir. Je pense qu'il prend du plaisir à rester en Formule 1 et à conduire une Formule 1. De la F1. Mais en fait, Ah, tu trouves? Dans ses Un peu. performances, moi je trouve que depuis, Alors, dans les notamment performances, Barcelone, non, d'accord. depuis Barcelone, je trouve qu'il a des performances qui Oui. n'ont pas été, Parce que le qui ne sont pas performances traduits sont en bonnes, points, en fait. mais si tu veux, mais de surperformance par rapport au les matériel dont performances il sont dispose. bonnes, mais est-ce qu'il prend du plaisir à piloter cette voiture? Je sais pas. Ça c'est Je vrai. crois pas. Tu sais, Il prend de la frustration parce qu'il En sait qualif, qu'il il arrive pas. pilote bien, que la voiture a du potentiel, mais que malheureusement ça se ressent pas sur le chrono et c'est hyper frustrant. Et puis, Mais- puis le gros souci d'Aston Martin pour moi, c'est qu'on a du mal à voir où ils vont. Tu parlais de ça pour Alpine Brice. Pour Aston Martin, le fil conducteur, pour l'instant, je le vois pas. Il ramène une voiture en début de saison. Au bout de 5 courses, il la change totalement en la copiant à moitié sur le style, en tout cas, ou en tout cas l'idée de la Red Bull. C'était prévu. C'était Paraît-il, c'était prévu. Ils Alors ont fait deux pourquoi- Aston. Pourquoi Pardon. Bon, bref, je ne sais pas, mais c'est Une Red toujours Bull un et peu une Aston, compliqué. c'est pas ça non? Je me Non, rappelle plus. une Green Bull. Voilà, moi c'est ce manque de clarté dans le projet Aston qui m'inquiète surtout parce que certes il y a le cas Vettel, mais j'ai envie de dire que pour l'instant Aston il devrait s'estimer plutôt heureux d'avoir encore Vettel au volant et que le jour où il part, je sais pas par qui il le remplace, mais attention parce que là t'as une référence, t'as un truc qui te crédibilise en ayant Vettel. Le jour où ils l'auront plus, s'ils sont toujours 9ème sur la grille, attention. Et puis sur on parle du projet, le départ de South Nowhere, c'est aussi un flou supplémentaire sur où veut aller cette équipe. Moi je sais pas. Que fait Aston Martin en F1? Je sais pas. Je sais pas quel est l'objectif. Mike Crack, ça va. Je sais pas quel est le but. Je sais pas. Est-ce qu'il a vraiment la réputation de son nom, Mike Crack? Ça, je Bon courage. me tente te dire que la question, Vous avez 4 heures. je n'ai pas la réponse à cette question. Par contre, ce qu'on a pu voir quand même, c'est que le concept qui est arrivé à Barcelone pour Aston Martin, c'est un concept qui est inspiré, ou en tout cas qui est sur la base de quelque chose qui ressemble à Red Bull. Red Bull, ce sont des voitures qui sont dessinées par Adrian Newey qui adorait travailler avec Sébastien Vettel sur le dessin des voitures. On a quand même vu la collaboration Sébastien Vettel-Red Bull, ce que ça a donné. Depuis Barcelone, Sébastien Vettel, au niveau pilotage, cette voiture, elle lui convient. Aucun point. Et Attends, largement plus. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais donc Adrian Newey a filé les plans de la Red Bull J'ai à pas dit Aston ça. Martin. J'ai pas dit ça. On va avoir des Je problèmes dis ici, simplement dès la que première depuis qu'elle émission. ressemble à une Red Bull, cette monoplace, Ça va Sébastien Vettel va beaucoup mieux, la conduit beaucoup mieux en course. Et j'ai l'impression qu'il fait des moves. Ce qu'il fait sur Verstappen à Silverstone, en sortie de stand, c'est du Sébastien Vettel il y a 10 ans. C'est pas le Sébastien Ouais, Vettel moribond qu'on enfin, a vu à Verstappen qui Ferrari. était en Vouloir, difficulté, manquer hein. de respect à quoi que ce soit. Il Le sortait des froid, stands, le les pneus froid. froids. Oui, Voilà, mais il le c'est fait. quand même un peu surcoté. Enfin, doucement. Surcoté. Il lui a mis 2 secondes sur ce tour. Ah oui, Les mais pneus peut-être, froids, mais il va faire le move. aujourd'hui, Il va faire le move. Et Ça je- m'avait manqué. Je cette trouve, émission. je trouve quand même qu'il y a un renouveau de Sébastien Vettel depuis cette j'espère, saison ouais, chez j'espère. Aston Martin et que la phase moribonde en piste, on ne l'a plus. En fait, on aurait, je pense, tous voulu voir Sébastien Vettel chez Racing Point, la Racing Point, la Ah oui, Rose. la Tu te Rose. rappelles, Sergio Pérez qui Bien a signé sûr. la victoire en fin de Ouais, saison à une Bahreïn. C'est cette monoplace qu'on aurait voulu voir chez Sébastien Vettel. Les gars, il faut qu'on avance sur ce programme. Un mot sur AlphaTauri, Oui. parce qu'on a un pilote français qui est concerné, Pierre Gasly. Première partie de saison difficile. On a pu discuter avec des gens d'AlphaTauri, notamment hier. Il y a des nouveautés sur cette voiture. On nous dit que la base est saine, en tout cas. Bah, ouais, peut-être, mais moi ce que je trouve c'est que du coup chez AlphaTauri il manque un petit peu de tout. Il manque un peu de performance, il manque un peu de compréhension, il manque un peu d'amélioration, il manque un peu de chance, il manque un peu de bonnes décisions au bon moment. On se rappelle de qualif où ils sortent pas au bon instant, etc. Donc malheureusement ça se paye cash quand tu as un plateau aussi resserré où pour 2-3 dixièmes tu peux couler. Et j'avoue que je suis assez inquiet quand j'entends Pierre Gasly il y a 2 semaines dire qu'il est le plus lent en piste, enfin en tout cas sa voiture l'est. Donc j'attends énormément personnellement de ces améliorations et je pense que tout le public qui est massé ici attend énormément de ces améliorations également. Ah, les grosses améliorations, on les attend tous avec impatience, mais en fait ce qui est assez terrible pour AlphaTauri, c'est que mine de rien, quand ça fonctionnait, ils n'ont pas eu de chance. Quand ça fonctionnait pas, ils pouvaient faire de la perf, mais en fait ils n'étaient pas là.
Donc du coup en fait ils enchaînent les déconvenus à chaque fois. Là typiquement je prends Grande-Bretagne. Ce qui est terrible c'est que les deux AlphaTauri se retrouvent dans le top 10. Ouais. Et là il n'y a juste pas une lueur de lucidité sur le muret des stands en se disant mais les gars les laissez pas se battre. Attendez on est avec les Alpines qui sont Alonso devant, Ocon qui revient derrière. Les laissez pas se battre. Il y en a un qui passe devant, on suit, on fait le DRS, le train DRS et puis on avance quoi. Et là erreur de jugement de la part de Yuki, c'est terrible. Les deux voitures out. Verstappen, pour la petite histoire, récupère un petit bout d'aileron. Ouais, non, c'est terrible. En fait, c'est manque de chance et pas là au bon moment, au bon endroit. Et le timing en F1, c'est important. Quand on pense à la qualif de Pierre Gasly ici même au Paul Ricard l'année dernière, c'est P6. Ouais, et l'année dernière, ils enchaînaient des P6 réguliers, Gasly. Hein, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était la position qui nous avait habitués à faire l'année dernière. Cette année, pour montrer la différence, on ne s'attend pas à avoir Pierre Gasly P6. Et mine de rien, cette année, le problème c'est que en re-signant chez AlphaTauri et en ayant cette monoplace qui est moins performante, il peut moins se montrer et il va davantage se bloquer chez AlphaTauri. Et c'est un petit peu ce qui, en tant que Français, est dommageable, c'est que tout ce que Pierre Gasly a réussi à construire avec AlphaTauri sur 2020 et 2021, peut-être qu'il va en perdre le bénéfice en étant un peu plus loin avec cette monoplace qui, certes, a peut-être une base saine, mais qui ne performe pas à la fin au niveau des points. Le cercle vicieux. Le mot de la fin, très rapidement sur Pierre Gasly, on a 20 secondes les gars. Non Pierre, je pense que lui, on connaît maintenant son niveau, sa qualité dans ses écuries du midfield. Donc je pense que lui, voilà, l'objectif ça va pas être de se frustrer dans cette situation. Si les améliorations marchent pas, que les points restent un petit peu loin. Voilà, réussir à garder cette tête d'un pilote talentueux et souriant, et on connaît ce talent. Voilà. Hamza ? Ouais, je pense qu'il a tout dit. Je pense qu'il faut vite rendre, j'ai l'impression. Il faut rendre, exactement. Les amis, on se retrouve 14h, les essais libres 1. On débriefera tout ça, bien sûr, avec Nicolas Deschaux, qui sera avec nous, le président de la Fédération française du sport automobile, un parterre magnifique. Là, tout de suite, vous avez rendez-vous tout simplement avec Louis et Eléa, qui sont au niveau de la Fan Forum, au niveau, bien sûr, du Stunt Show. On va vous montrer plein de cabrioles, plein de choses, ça va être incroyable. Mon Pierrot, merci. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir d'avoir été avec vous pour parler un peu Formule 1, ça fait toujours un kiff. On a pris la DeLorean, on est remonté en arrière et on s'est fait une petite Madeleine de Proust juste magnifique. Pour nous. Plus le contour. Exactement. Restez connectés. First Team 101, ça se passe sur Twitch. Toute l'équipe est mobilisée. Mon Polo, je te ramène ton Bob. A tout de suite les amis. Merci pour tout.